sur les 58 missions diplomatiques et trois consulats qui existent enfin au Gabon à l'extérieur, il y a à peine 4 ou 5 dans lesquels nous ne sommes pas locataires. Et là, donc, c'est une en plus, mais c'est toujours le verre qui est à moitié vide. Et il faudrait commencer par le Gabon. C'est désolant que au Gabon, le ministère des Affaires étrangères soit locataire. Mieux encore, locataire, pire, j'allais dire, chez un homme d'affaires véreux. Parce que c'est le nom de Seydou Kane qui est cité comme propriétaire de ces immeubles qui coûtent à l'État gabonais 3 immeubles, 60 millions de francs CFA par trimestre, 4 milliards 320 millions depuis 5 ans, parce qu'ils ont délogé depuis 2007, et par an, c'est plutôt 720 millions de francs CFA. Là, je veux parler non pas de l'échec, mais de la faiblesse de la diplomatie gabonaise. Je reviendrai au Sénégal tout à l'heure. Je prends un exemple simple. Lorsque les ambassadeurs accrédités au Gabon arrivent ici, ils viennent jusqu'avec les chauffeurs de leur pays, les ménagères de leur pays. Oui. Chez nous, on n'a même pas les chauffeurs de nos pays là-bas. On n'a pas les ménagères de nos pays. On n'a pas les secrétaires de nos pays. Donc, la mollesse de la diplomatie gabonaise a ouvert des brèches dans lesquelles les autres se sont fondus. Et dans le cas de l'homme d'affaires gabonais Gervais Ondo, Ango, permettez-moi de crier du haut de ce plateau, sans aide de sa défense, de solliciter réparation. Réparation au nom la remise à jour justement des données diplomatiques entre le Gabon et le Sénégal. L'entrée d'Alexandre Barrot-Chambrier, pour le citer, intervient dans un contexte où on a un président pressé à la tête du pays et un gouvernement qui a quand même présenté des signes d'étouffement, d'hésitation dans plusieurs facteurs. Et le profil d'Alexandre Barrot-Chambrier sied bien au poste. C'est un économiste chevronné qui a des relations étroites avec les institutions de Bretton Woods. Oui. Donc, c'est l'un des rares Gabonais, il faut le reconnaître, le professeur Alexandre Barrot-Chambrier, qui a cette facilité pour avoir notamment travaillé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Tout à fait. Et confier à cet homme la prospective notamment et la planification, ce n'est pas seulement planifier au plan littéral le développement du pays, mais c'est aussi avoir cette facilité de tutoyer les donateurs, les bailleurs de fonds. Donc, son profil par rapport justement à cette familiarité, cette facilité de frapper aux portes des bailleurs de fonds n'est pas fortuit. Quand on voit que le CTRI a des ambitions, visiblement, le président Oligui a des ambitions de président élu, c'est-à-dire que il a un programme politique qui va au-delà de la volonté de restaurer les institutions pour finalement bâtir un programme politique pragmatique qui est similaire, qui peut être similaire ou envisagé à celui d'un président qui est élu et qui s'inscrit sur une durée relativement longue. Cela dévoile aussi ou laisse transpirer les ambitions de Brice Clotaire Oligui d'aller au-delà de ces simples 2 ans. Le président de la République a décidé de réhabiliter Africa Numéro, qui est un label. Il y a un financement qui a été mis en place pour restaurer le bâtiment déjà. Madame le ministre de la Communication était sur le site. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc? Oui, moi je pense que les 380 millions ne soient pas affectés à la réhabilitation du bâtiment. Ce bâtiment, il faut des milliards pour le remettre d'aplomb. Je crois ça a été dégagé, cette rallonge budgétaire du gouvernement, pour satisfaire parce que le paiement des agents d'Africa, parce qu'il y a un lien contractuel toujours entre Africa et ses agents. Oui, bien sûr. Et l'État parvenait jusqu'ici à payer ça quadrimestriellement tous les 4 mois. Et le temps que le plan social arrive, ces agents seront toujours en lien contractuel et ils ont besoin de vivre. Je crois que c'est pour payer socialement les salaires pendant un certain nombre de mois parce que il faut des milliards pour réhabiliter ce bâtiment. Et puis la relance d'Africa numéro 1, on ne le dit jamais assez, est conditionnée à pas deux obstacles, mais à 2 fers qu'il faudrait franchir. Premièrement, c'est l'apurement de la dette via la mise en place du plan social qui va justement couper ce lien contractuel et rendre les agents libres. Et deuxième plan, c'est le contentieux entre Africa et la Libye. Vous savez que la Libye était majoritaire au capital. Le Gabon et la Libye. Le Gabon et la Libye. La Libye était majoritaire au capital. Elle a demandé à partir à l'amiable. Le gouvernement gabonais a fait le sourd.
Alors ils sont allés saisir la justice française pour que justement la réparation soit faite, parce qu'elle a quand même investi près de 6 milliards de francs CFA dans le rachat d'Africa numéro 1, et ce fonds ne sont pas rentrés dans les comptes de l'entreprise, dans les comptes privés. Donc, la Libye demande réparation. Donc, ce contentieux judiciaire, l'appurement de la dette via la mise en place du plan social sont des conditions préalables à la relance d'Africa. Sinon, ce sera de la littérature. Merci beaucoup, Marc. Je pense que c'est un mensonge. J'ai dit je pense. Parce que si Opianga voulait démissionner, il n'aurait pas attendu d'être fusillé par la presse et l'opinion en présentant. Il n'aurait pas. Non, il va inaugurer une holding en tant que ministre des Mines. Mais il n'a pas inauguré en tant que ministre des Mines. Il a en tant qu'homme d'affaires plutôt, en tant que responsable de tout ça. Mais comment le ministre de Mines peut être à la tête d'une holding de mines? Mais parce que cette holding existe avant. Non, dans d'autres pays, il y a eu plusieurs. Non, on ne va pas inventer la roue. Plusieurs ministres, hommes d'affaires ont existé dans le monde et continuent à exister. Le cas le plus emblématique, c'est le président américain Donald Trump. Quand il a été élu, Donald Trump s'est dessaisi de ses affaires. Personne, aucun homme politique n'a été homme d'affaires comme Donald Trump. Et plusieurs chefs d'État, plusieurs ministres en France l'ont fait également. Je pense que c'est... Il n'aurait pas attendu la montée du scandale pour démissionner. Pourquoi démissionner après la tempête? Il n'a pas démissionné. Il démissionne sous la tempête. Il n'a pas profité de ça pour dire non, écoutez, j'avais fait le choix des affaires. Moi, je crois que c'était un mensonge. Ce que je voulais signaler, c'est que le ministre Haknouch, le ministre marocain de l'agriculture et de la pêche. Il est campé comme un délinquant. Il est homme d'affaires. Il est campé comme un délinquant. Monsieur, bonjour et bienvenue sur Gabon Télévision. Vous êtes sur Débat de presse. Pour ce plateau, nous recevons Marc-Ulrich Malekou, directeur de publication de Masdek Info. Marc, bonjour, bienvenue. Edgar, bonjour, merci. Nous avons mon compagnon de toujours, Patrick Drebekale. Patrick, bonjour, bienvenue. Bonjour et meilleurs vœux encore à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Innocent Badouma, merci d'honorer ce plateau comme d'habitude. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Edgar. Et puis, Jérémy Zamba, merci de revenir sur ce plateau que vous connaissez. Bonjour et bienvenue. Le plaisir est pour moi, Edgar. Messieurs, nous allons parler effectivement de l'actualité. C'est donc le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est donc à Dakar au Sénégal pour une visite d'État. Nous évoquons aussi la situation d'Africa numéro 1. Cette fois, ça semble la bonne, avec la visite de Madame le ministre de la Communication sur le site, avec un premier financement pour réhabiliter le bâtiment. Ensuite, la deuxième phase va être consacrée à la phase de rééquipement. Et puis, bien sûr, nous parlerons aussi et surtout de ce remaniement ministériel 4 mois après, avec, bien sûr, 8 entrées et 5 sorties du gouvernement. Nous allons commencer par l'actualité. Innocent Badouma, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est à Dakar, au Sénégal. Oui, le président est allé à Dakar et rencontré d'abord son homologue, le chef d'État sénégalais, mais il y a aussi derrière cette initiative l'inauguration d'une nouvelle ambassade du Gabon au Sénégal. On sait que le président Oligui Nguema, la diplomatie tient à cœur le président Oligui Nguema. C'est un diplomate, on le découvre, mais surtout lors de la prise du pouvoir, il avait dit qu'il allait restaurer l'image du Gabon à l'international, et cette image passe aussi par la diplomatie, par les ambassades, par les conditions de travail des Gabonais dans les missions diplomatiques. Et on va dire, pour entrer des jeux comme ça, que Dakar marque alors le point de départ de cette grande initiative, de cette grande ambition de restaurer la diplomatie gabonaise. Et Dakar, on peut le dire, c'est des symboles. Gouverner aussi, c'est des symboles. C'est là où le président Oligui Nguema a passé l'essentiel de son exil politique. Et c'est là aussi il s'est intériorisé. Il a beaucoup réfléchi. Peut-être que c'est là-bas aussi à Dakar où il a lu Machiavel, parce qu'il ne cesse parfois de le citer. Donc, oui, c'était un centre d'inspiration, et on comprend très bien que il l'a dit à plusieurs reprises que quand il était à Dakar, il a pris la diplomatie, il a pris auprès de l'actuel ministre des Affaires étrangères, et on n'est pas étonné que Dakar soit vraiment le symbole pour montrer l'impact ou l'implantation du Gabon en Afrique de l'Ouest. Jérémy Zamba, quelle lecture on peut faire justement sur tout un autre angle? Bon, la lecture que moi je fais, elle est à 3 niveaux. Le premier, c'est celui de la démocratie. Parce que le Sénégal, depuis Léopold Sédar Senghor, quels que soient les couacs que le pays a vécu ces dernières années, est resté un pays symbole de la démocratie. Disons que la démocratie s'est enracinée, et c'est curieux quand je constate qu'un Jacques Chirac, c'est même à Dakar qu'il avait annoncé, lorsqu'il était président de la République française,
que la démocratie était un luxe pour les Africains. Et pourtant, il était sur le sol de la démocratie. Bon, il y a cet aspect qui me paraît très important à relever, mais il y a aussi que le Sénégal est un pays qui marque les autres aujourd'hui par le développement qu'il connaît. Il n'y a qu'à voir toutes les infrastructures qui ont été réalisées depuis que Macky Sall est au pouvoir. Mais bien avant, Abdoulaye Wade a fait pareil. Je prends pour exemple la viabilisation des terrains, avec tout ce qu'il y a, parce que vous avez des pays, je ne veux pas les citer, en Afrique, où avoir de l'eau, avoir accès à l'eau potable, j'allais dire, avoir en permanence l'électricité est un rêve, alors que le Sénégal, lui, s'est battu, pays désertique bien sûr, mais s'est battu pour faire en sorte que l'eau aille un peu partout et que l'électricité aussi aille un peu partout, alors qu'il fut un temps, on parlait par exemple de délestage en permanence dans les villes comme Dakar. Il y a des infrastructures comme les infrastructures aéroportuaires. Il y a également des infrastructures comme celles qui concernent par exemple les moyens de locomotion qui font tant défaut à beaucoup de pays africains. Je crois qu'il y a matière à réflexion lorsqu'on va dans un pays comme le Sénégal. Et puis, il faut également dire que le Sénégal et le Gabon sont unis dans ce qui concerne l'éducation des enfants. Parce que combien de Gabonais ne sont-ils pas allés ou ne sont pas à Dakar ou dans d'autres villes du Sénégal pour apprendre? Donc, vous comprenez bien qu'il y a une conjugaison d'éléments qui fait en sorte que le président, au-delà de l'aspect politique et diplomatique, bien sûr, que le président ait pris au sérieux cette visite de Dakar. Et d'ailleurs, c'est quand même 72 heures. Et 72 heures, ce n'est pas n'importe quoi. Oui, certainement. L'un des séjours, les premiers séjours les plus longs du président de la transition depuis qu'il a plus le pouvoir. Alors, Marc Lurie, comme le Sénégal, on peut dire, pour certains, que c'est la terre de la démocratie, mais... Oui, terre de la démocratie, mais heureusement, il faut relativiser cette démocratie qui a été déjà mise à mal par le prédécesseur de Macky Sall en fin de mandat, Abdou Diouf, j'ai dit même Abdoulaye Wade, et ensuite Macky Sall qui, après avoir bien commencé son mandat, a terminé sur une pointe d'autocrate, avec naturellement l'affaire Sonko, la répression des manifestations, l'atteinte aux libertés publiques au Sénégal, bref. Et la tentative de modification de la Constitution. Et la tentative, non, on va dire les velléités. Les velléités qui ont été refroidies par la pression de la rue et par les pressions internationales. Macky Sall a reculé. Donc, pays démocrate, oui, mais avec deux chefs d'État, les derniers en date, qui ont failli écorner ces acquis démocratiques qui font la fierté du Sénégal. Maintenant, pour revenir sur la présence du président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui, félicitations pour cet acquis diplomatique. Enfin, le Gabon n'est plus locataire au Sénégal. Mais on le disait la dernière émission, sur les 58 missions diplomatiques et trois consulats généraux qui existent au Gabon à l'extérieur, il y a à peine 4 ou 5 dans lesquels nous ne sommes pas locataires. Et là, donc, c'est une en plus, mais c'est toujours le verre qui est à moitié vide. Et il faudrait commencer par le Gabon. C'est désolant que au Gabon, le ministère des Affaires étrangères soit locataire. Mieux encore, locataire, pire, j'allais dire, chez un homme d'affaires véreux. Parce que c'est le nom de Seydou Kane qui est cité comme propriétaire de ces immeubles qui coûtent à l'État gabonais 3 immeubles 60 millions de francs CFA par trimestre pour soit 720 millions de francs CFA par mois et 432 millions, 4 milliards 320 milliards de francs CFA par an. Donc, c'est une saignée financière alors que la diplomatie gabonaise dispose d'un local qui a été délocalisé en 2017 en raison des questions de santé publique, enlever l'amiante. Oui, il faut désamianter le bâtiment. Mais pour désamianter le bâtiment, pourquoi tant de temps? Ramener. Donc, on a un local, on ne peut pas continuer à enrichir un privé qui, de surcroît, est un homme d'affaires véreux, impliqué dans des scandales financiers au plan national et international. Alors ça, c'était le débat. Ramener la diplomatie. Oui, maintenant, toujours à propos de la diplomatie gabonaise qui ne peut plus être locataire. En Arabie Saoudite,
les autorités saoudiennes ont décerné un terrain viabilisé aux autorités gabonaises depuis 1996. Jusqu'à présent, aucune première pierre n'est posée. Mais c'est quand même pas si... Encore que les pierres ne poussent pas. Encore que les pierres ne poussent pas, voilà. Voici un terrain viabilisé donné aux autorités gabonaises, mais construisez-en un local, même un minima, et qui sera agrandi plus tard. Et que cela suive également sous d'autres pays. Parce que les ambassades locataires, même à l'échelle nationale, c'est honteux pour la diplomatie gabonaise, il faut rectifier le tir. Monsieur les militaires du CTR. Alors, Patrick, je vais vous poser une question à deux volets. La première question, c'est effectivement une question standard. Qu'est-ce que vous avez comme lecture sur le séjour du président de la transition en terre sénégalaise? Et le deuxième volet, c'est bien sûr de savoir que une ambassade a été inaugurée. Marc-Ulrich Baliko l'a dit. Cela nous amène aussi à nous poser la question sur la destination qu'aurait pris le financement de l'ambassade du Gabon au Togo. Oui, Edgar, il faut dire que le Sénégal et le Gabon, c'est une coopération multiforme qui s'est nouée au lendemain de l'accession des deux pays à la souveraineté internationale. Brice Clotaire-Oligui, qui a eu la grâce de vivre son exil dans ce pays, n'assure que là la continuité de l'exemplarité du modèle de coopération entre le Gabon et cette république sœur qu'est le Sénégal. Il faut aussi dire que Dakar, tout comme Libreville, tout comme Abidjan, sont des plaques fortes de l'espace francophone en Afrique au sud du Sahara. Donc, aller à Dakar, effectivement, c'est assurer effectivement cette continuité dans le séjour, la visite que l'actuel numéro 1 gabonais entreprend auprès d'un certain nombre de parrains, auprès d'un certain nombre de leaders du continent, entendu. Et vous le savez que Macky Sall joue un rôle important. Très récemment encore, le Sénégal présidait la CEDEAO. C'est de ce point de vue que nous pensons que le Sénégal, dans la situation, le contexte international qui est celui du Gabon, celui de se faire rapidement adouber par l'ensemble de la communauté internationale, il est de bonne loi qu'il effectue une visite d'un certain nombre de grands parrains de pays qui comptent dans l'espace international pour effectivement jouer de leur capital expérience, mais aussi profiter de leur entre-gens auprès d'un certain nombre d'institutions internationales, parce que pour qui a vécu au Sénégal, le Sénégal est effectivement une grande plaque forte de la diplomatie internationale, une plaque tournante. Maintenant, il y a que un acte supplémentaire a été posé, celui du rafraîchissement de nos ambassades, celui de la capacité à faire en sorte que nous nous réapproprions nos espaces diplomatiques, que nous en devenions propriétaires. C'est l'honneur du président qui accomplit après New York un acte louable dans ce sens. Reste désormais à toucher les points essentiels de l'articulation de la diplomatie entre le Gabon et le Sénégal. Les points sont nombreux. Le Sénégal, effectivement, est un pays qui a longtemps bénéficié de la coopération avec le Gabon, notamment au plan de l'éducation, de la formation des hommes. À ce qui semble, cette coopération est plus ou moins excédentaire au bénéfice du Sénégal. Nous pensons que le moment est peut-être venu de mieux articuler cette coopération, de revoir un certain nombre de points. Nous pensons notamment à des dossiers brûlants, comme l'affaire Gervais Angot. Nous pensons que le séjour du président de la transition à Dakar va permettre effectivement de dénouer cette question. Et peut-être même de le recevoir. Effectivement, de le recevoir. C'est incompatible. Parce que, et il y a également la situation globale des étudiants gabonais au Sénégal. Il y a très récemment encore la mission diplomatique du Gabon à Dakar s'était fendue d'un communiqué dans lequel on appelait au rapatriement d'un certain nombre d'étudiants gabonais. C'est-à-dire que la situation des 4 à 6 000 Gabonais, pour la plupart des étudiants vivant là-bas, est devenue plus ou moins difficile. Il faut donc essayer de recentrer les choses, mais aussi voir dans quelle mesure la coopération entre le Gabon et le Sénégal, du point de vue des affaires, doit être mutuellement avantageuse pour les deux pays, parce qu'effectivement, le Sénégal en profite. On a parlé tout à l'heure de M. Sédoukan, qui a un pied au Sénégal, un pied au Mali, qui est propriétaire de l'immeuble qui habite actuellement le siège provisoire du ministère des Affaires étrangères à Libreville. C'est pour vous dire que des axes de cette coopération doivent être examinés à la fois au plan militaire. Monsieur le Président est un militaire avec la coopération avec
l'école militaire de Dakar, du Sénégal, mais aussi un certain nombre d'axes au plan économique, mais aussi la coopération au plan diplomatique pour voir dans quelle mesure les deux chefs d'État peuvent arriver dans une convergence de vues sur le grand dossier de l'heure. Alors, Edgar, tu me permets de revenir sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. J'ai parlé de 4 milliards 320 millions par mois. Non, c'est 4 milliards 320 millions depuis 5 ans, parce qu'ils ont délogé depuis 2007. Et par an, c'est plutôt 720 millions de francs CFA pour 3 immeubles de 6 millions de francs CFA par trimestre. Voilà, donc c'est les détails importants et cet argent aurait effectivement, comme on l'avait dit, servi, cet argent aurait pu servir effectivement à réhabiliter, les bâtiments et donc le reste. Voilà. Alors, Innocent, maintenant, après, il y a un impact économique forcément à rechercher derrière cette visite du président de la transition. Jérémy et Patrick ont parlé donc du développement des infrastructures, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que on peut aboutir certainement à un renforcement des échanges d'investisseurs sénégalais, parce qu'on sait aussi qu'il y a bien des investisseurs sénégalais qui veulent s'établir au Gabon, ou qui sont même déjà établis. Peut-être que d'autres suivront. On peut aussi s'attendre à l'inverse, qu'il y ait des Gabonais qui aillent investir au Sénégal. Bien sûr, quid de la situation de notre compatriote Germergo. Oui, exactement. Il y a la question diplomatique. Aujourd'hui, la diplomatie il faut de la réelle diplomatie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de la diplomatie pour s'implanter. Non, on fait la diplomatie pour avoir des bénéfices. Patrick l'a souligné tout à l'heure, on a un déficit par rapport à ce qui est de la formation. Dakar est devenu un hub de formation pour nous, journalisme, économie, banque, finance, et pourtant, ce sont des services que nous pouvons offrir ici. Mais on a aussi une diplomatie économique qui s'implante, mais quand on regarde, vous allez à Dakar, par exemple, il n'y a pas de Libreville. Mais vous êtes à Libreville, vous allez avoir la Dakar. Donc, l'implantation des Sénégalais, c'est qui marque la présence des Sénégalais, jusqu'à dédier des quartiers entiers à nos frères du Sénégal. Donc, à ce niveau, il y a matière à renverser la vapeur. Aujourd'hui, la diplomatie doit servir, quand on voit les grands États, que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, la diplomatie sert à enrichir le pays, à s'implanter, de manière à inverser la balance commerciale. Donc là, il est aussi question, parce que nous apprenons là-bas, nous connaissons le Sénégal. Quand je dis nous, il y a beaucoup de Gabonais qui apprennent. Il y a la capacité d'offrir des services sur la plateforme de Dakar. Mais là aussi, on voit que au niveau de Dakar, il y a des règles qui sont claires. Aujourd'hui, les étudiants gabonais, par exemple, ne peuvent pas faire des stages, même à BGFI. Ça, c'est le président Oligui Nguema qui l'avait dit. Il y a des règles précises. Je pense que là aussi, il y a matière à implanter une réciprocité. C'est ça aussi, des règles au niveau du Gabon. C'est-à-dire que ceux qui viennent faire des affaires doivent collaborer avec les Gabonais et non seulement venir puiser et aller à l'extérieur. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la diplomatie. On ne peut plus faire. On fait la diplomatie pour la paix, mais on fait aussi la diplomatie pour marquer la domination. C'est un rapport de force. Absolument. Le rapport de force est devenu diplomatique et tout s'axe sur l'ossature économique. Donc, si on ne vend pas plus au Sénégal, si le Sénégal va plus en nous que nous en vendons au Sénégal, nous nous approvisionnons au profit du Sénégal. Et ça, ce n'est pas équitable. Oui, j'allais simplement dire que la diplomatie, c'est un tout. Il faut pas voir la diplomatie comme quelque chose d'isolé. C'est un tout. Ça veut dire que la diplomatie, faire de la diplomatie, c'est d'abord créer les conditions de vivre ensemble, créer les conditions de vivre en bonne intelligence avec le partenaire, mais c'est également la diplomatie des affaires. Et là, je reviens sur ce qu'Innocent vient d'évoquer. La diplomatie des affaires, elle consiste en quoi? Mais elle consiste, au win-win, du donnant-donnant. Ça veut dire que lorsque sur les deux plateaux de la balance, il y a un peu plus de poids que sur l'un des plateaux, il y a un peu plus de poids que sur l'autre, mais vous comprenez qu'il y a un déséquilibre. Bien sûr. Or, le problème, c'est de rétablir cet équilibre. Mais il ne peut pas être rétabli si le problème ou les problèmes ne sont pas évoqués à un niveau supérieur. C'est-à-dire au niveau décisionnel. Bien sûr. Et ceux qui ont la décision, mais ce sont les autorités d'un pays comme de l'autre. Oui. Ici, par exemple, le cas du président de la République, qui est le garant des institutions de la République. Et donc, lorsqu'il se rencontre, le général Oligui Nguema et Macky Sall, je crois qu'il y a, comme il le disait, matière à réflexion. Il faut bien poser les vrais problèmes sur la table pour qu'ensuite, personne ne dise qu'il a été trompé par l'autre.
pour parler trivialement. Oui. Ça veut simplement dire que il faut que le Gabon tire profit de ses relations avec ses partenaires. Tout à fait. Et je crois également le Sénégal est en train de le faire. Pour revenir, par exemple, à une situation, mais qui a été évoquée et qui a fait le tour de la toile, un Gabonais qui va au Sénégal et qui investit des centaines de millions de francs CFA dans l'agriculture, par exemple, et qui est refoulé du Sénégal, mais simplement parce qu'il n'est pas un national. Alors vous trouvez ça normal? Quand on parle de réciprocité, ben, il peut aussi arriver que les Gabonais, puisque nous parlons de Sédou Kane par exemple, que les Gabonais disent à Sédou Kane, monsieur, nous ne comprenons pas comment vous vous appropriez carrément les propriétés gabonaises. Donc, allez-y le faire aussi chez vous. Alors, vous comprenez bien que si il y a réciprocité, ben, il y aura forcément perte d'un côté comme de l'autre. Absolument. Oui, Edgar, moi je voulais ajouter que lorsque l'on regarde cette coopération entre le Gabon et le Sénégal, beaucoup se disent que la diplomatie du marabout, la diplomatie du charlatan est terminée. D'autres disent aussi que la diplomatie de l'affect, qui est liée à l'exil de Cheikh Amadou Bamba au Gabon, qui a permis de tisser cette passerelle entre Libreville et Dakar, doit être mutuellement, doit servir de pont, de terreau, pour fertiliser davantage l'ensemble de la coopération entre le Gabon et le Sénégal. Bien sûr. Et nous pensons que, pour avoir vécu au Sénégal, qu'il faut désormais que les principes de réciprocité, en termes économiques, mais aussi en termes des affaires, soient respectés. Parce que l'affaire Gervais Angot, c'est une affaire, un dossier brûlant qui est connu par l'actuel ministre gabonais des Affaires étrangères, qui a également été ambassadeur du Gabon pendant longtemps au Sénégal. C'est un dossier connu. Pour la première fois, un Gabonais va investir autant d'argent au Sénégal et là-bas, il est humilié. Récemment encore, Yves Laurent Goma d'Africa de RFI a fait un document à Dakar sur la situation actuelle d'extrême précarité de Gervais Angot. Or, à contrario, nous observons ici que les hommes d'affaires sénégalais roulent carrosse et c'est la colle douce et que pour la première fois qu'un Gabonais en franchit le pas, il est traité comme on le voit aujourd'hui au Sénégal. C'est pour dire que il faut que nous arrivions à capitaliser sur la réciprocité de la coopération entre le Gabon et le Sénégal, de façon à faire en sorte qu'elle soit mutuellement avantageuse pour nos économies, pour nos États, de sorte que effectivement on puisse louer l'exemplarité de ce modèle sud-sud, parce qu'il en va de la survie de nos populations, parce que les Sénégalais sont des grands voyageurs. Ils sont pratiquement partout, dans toutes les sphères économiques et sociales du Gabon. Il est normal aussi qu'on articule cette coopération de sorte que les Gabonais aussi investissent tous les secteurs et segments socio-économiques de la vie politique et sociale du Sénégal. Marc, justement, cette histoire pardonnez-moi, Gervais Angot peut être assimilé aussi à un échec de la diplomatie gabonaise. Parce qu'en réalité, peut-être qu'aujourd'hui, le président de la République veut réhabiliter l'image du Gabon, veut restaurer la diplomatie, mais est-ce qu'elle peut être fructueuse si, à la manœuvre, il y a des diplomates qui ne suivent pas? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le moment de donner aussi des lettres de mission aux ambassadeurs qui mobilisent leur travail, c'est pas seulement d'identifier les compatriotes, faire des missions consulaires, mais c'est aussi mobiliser les financements, mobiliser les ressources, faire une diplomatie économique. Naturellement. Et là, je veux parler non pas de l'échec, mais de la faiblesse de la diplomatie gabonaise. Je reviendrai au Sénégal tout à l'heure. Je prends un exemple simple. Lorsque les ambassadeurs accrédités au Gabon arrivent ici, ils viennent jusqu'avec les chauffeurs de leur pays, les ménagères de leur pays. Oui. Chez nous, on n'a même pas les chauffeurs de nos pays là-bas. On n'a pas les ménageurs de nos pays. On n'a pas les secrétaires de nos pays. Donc, la mollesse de la diplomatie gabonaise a ouvert des brèches dans lesquelles les autres se sont fondus. Et dans le cas de l'homme d'affaires gabonais Gervais Angot, permettez-moi de crier du haut de ce plateau, sans aide de sa défense, de solliciter réparation. Réparation au nom la remise à jour justement des données diplomatiques entre le Gabon et le Sénégal, parce que lui, il était homme d'affaires, mais même de nombreux étudiants se plaignent de trouver
stage. J'ai un ami qui est revenu au pays pour un stage. On lui dit, mais tu n'as pas trouvé de stage là-bas au Gabon, c'est ici où tu peux venir travailler. Mais franchement, c'est Iloukani les Maliens, c'est vrai. Mais il y a plein de Sénégalais qui ont investi tous les milieux gabonais. Et ils nous ont même domestiqués au plan culinaire, parce que le tchèp est devenu le plan national au Gabon, comme si on n'a pas le timba, on n'a pas le taro, on n'a pas le niemboué. C'est curieux. Mais ça, c'est la faiblesse, non seulement des autorités diplomatiques, mais des autorités politiques qui manquent de programmes politiques visant justement à booster la destination Gabon et à valoriser les acquis locaux. Est-ce que juste ajouter par rapport à ce que disait Marc Lurich tout à l'heure, c'est que au sujet du personnel diplomatique, la diplomatie aujourd'hui, on le sait, pour ceux qui regardent un peu ce secteur, savent que c'est aussi un centre d'espionnage, un centre d'écoute. Écoute de vos plans stratégiques, écoute de vos missions secrètes. Et parfois, on vient, je ne vais pas citer les ambassades, mais vous allez, la secrétaire, elle est étrangère. Que ça soit au Japon, là où j'ai été, que ça soit en Chine, vous trouvez des Chinoises qui travaillent. On n'a rien contre. Mais c'est aussi un risque. Et voilà pourquoi certaines missions diplomatiques qui ont compris la notion de souveraineté et de protection de l'information, parce que la première ressource, la première force, c'est l'information. Si vous possédez l'information sur quelqu'un, vous pouvez manipuler cette personne. Et donc, il est important aussi que ce personnel aille en expatriation, ce soit des Gabonais à des postes stratégiques. À ce niveau, on néglige complètement. On pense que bon, tout est doux dans le meilleur du monde. Non, il y a l'espionnage industriel. Vous ne pouvez pas voir à certains postes clés de certaines ambassades au Gabon des étrangers. Non, c'est parce que il faut fermer l'information. Il faut sécuriser l'information. Bien, alors, messieurs, nous allons changer de sujet. Merci pour ces contributions sur le voyage diplomatique du président de la transition. Maintenant, nous allons arriver effectivement à ce remaniement du gouvernement qui a un peu surpris certains, mais auquel on s'attendait aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur le profil de certains ministres, sur des erreurs qu'auraient commis certains ministres, des erreurs notamment politiques. Et alors, donc, je vous donne d'abord tout de suite, bien sûr, la liste, si vous me permettez, de ceux qui sont rentrés au gouvernement. Bien sûr, il y a le vice-premier ministre, ministre de la planification, la prospective, monsieur Barreau Chambrier, qui, vous le savez, était pratiquement l'incarnation même de l'opposition jusqu'à cette fusion autour de cette coalition. Il y a effectivement le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, monsieur Adrien Nkevamba, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a donc le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, madame Louise Boukandou, qui était jusqu'à sa nomination directeur général de la fonction publique. Il y a le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, le général Jean Frédéric Mbaza. Il y a le ministre du Commerce, des PME, madame Parfaite Amouemé